Merci, Madame la députée. Donc, sans plus tarder, je vais souhaiter la bienvenue aux représentants de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter ainsi que les personnes qui vous accompagnent et à procéder à votre exposé. Vous avez juste à me regarder. Je vous ferai un 5, un 2, un 1 et après ça, je devrais mettre fin à votre exposé, même si ce n'est pas terminé, parce que vous aurez compris que je suis la gardienne du temps. Donc, la parole est à vous. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les députés, je suis Alain Fortier, le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Je suis accompagné de Mme Louise Lortie, la vice-présidente de la Fédération, de Mme Hélène Roberge, présidente de la commission scolaire des Patriotes en Montérégie, de M. Gaétan Gilbert, président de la commission scolaire de l'Or et des Bois en Abitibi-Témiscamingue, et de M. Éric Antoine, commission scolaire au Cœur des Vallées en Outaouais. Nous allons exprimer aujourd'hui nos vives préoccupations liées au projet de loi 40, une réforme centralisatrice et discriminatoire envers les francophones. C'est d'ailleurs la première fois que nous pouvons le faire. En tant que représentants de près de 700 élus scolaires de partout au Québec, nous n'avons pas été consultés avant le dépôt du projet de loi sur la réflexion et les intentions du ministre. Chaque jour, les médias rappellent les différents enjeux auxquels est confronté le réseau public d'éducation. Valorisation de notre personnel, pénurie de main-d'œuvre, manque d'espace, francisation, service aux élèves à besoins particuliers, adéquation, formation-emploi, intégration du numérique et bien sûr, j'en passe. Et que nous propose ce projet de loi comme solution? Un brassage de structures diviseurs, inutiles et certainement stériles. Il nous fera perdre du temps et assurément beaucoup d'argent aux Québécois. Rien dans le projet de loi 40 ne traite de ces réels enjeux de notre réseau public d'éducation. Nous avons beau lire, relire, analyser le projet de loi en détail, nous n'arrivons pas à répondre aux questions suivantes. À partir de quel diagnostic, quelle analyse le ministre nous propose-t-il ce chambardement de structures? À quel enjeu ou besoin répond-il? En quoi ces propositions seront-elles bénéfiques pour la réussite de nos élèves? Le ministre parle de décentralisation, alors que dans les faits, il s'agit évidemment de centralisation. Il ne transfère aucun pouvoir actuel du Conseil des commissaires vers les écoles. Quelle est la différence? Le ministre s'octroie plutôt de nouveaux pouvoirs et éteint la voix locale des citoyens. Nous en avons déjà vu un exemple avec le projet de loi 37, dans lequel le gouvernement impose des achats regroupés sans tenir compte des besoins locaux et du développement économique des milieux. Dans ce projet de loi-ci, le ministre va jusqu'à se conférer de façon exceptionnelle des pouvoirs sans limite de réglementer sur ses objectifs du projet de loi, sans même retourner auprès des députés de l'Assemblée nationale pour modifier la loi sur l'instruction publique. Pour faire court, le ministre dira aux gens quoi dire, quoi faire, quoi apprendre, peu importe où qu'ils soient, en Abitibi, à Québec, dans le bas du fleuve, en Outaouais, au Saguenay ou encore même à Laval. Dans le projet de loi 40, le ministre s'octroie, par exemple, le pouvoir d'exiger des regroupements de ressources et de services avec d'autres partenaires, dont les établissements privés d'éducation. Le ministre s'octroie aussi le pouvoir d'autoriser les travaux de construction ou de rénovation majeure des immeubles lorsque le coût total estimé du projet est supérieur aux montants qui seront déterminés par lui. Et il s'octroie aussi la possibilité d'annuler toute décision d'une commission scolaire jusqu'au 1er mai 2020. Cette centralisation à outrance aura des impacts néfastes sur notre réseau public d'éducation. Elle éloignera de la prise de décision les besoins des élèves et de la communauté. Mais le plus préoccupant avec ce projet de loi, Madame la Présidente, c'est bien sûr le recul démocratique important qu'il fait subir à la société québécoise. Dans les faits, disons-le, le ministre de l'Éducation souhaite se débarrasser d'un palier démocratique qu'il juge dérangeant. Un caillou dans son soulier, nous a-t-il dit. Que reproche-t-il au modèle actuel? Pourtant, le taux de diplomation et de qualification a progressé de 9 % au cours des 8 dernières années. Et les élèves du Québec
performe très bien dans les tests internationaux. Grâce au travail de tous les acteurs, y compris des élus scolaires, notre réseau fait des progrès au bénéfice de toute la société et de son développement socio-économique et culturel. L'ensemble de la littérature existante affirme l'importance du maintien de la démocratie représentative dans la gestion de notre réseau. Le ministre ne s'appuie d'ailleurs sur aucune analyse claire faite sur la démocratie ou les modes de gouvernance afin de proposer son nouveau modèle. L'éducation est un bien public. Elle appartient à l'ensemble de la population. Le projet de loi remplace les élus scolaires au suffrage universel par un conseil d'administration composé de parents, membres de conseils d'établissement, d'employés et d'une minorité de membres de la communauté, avec un profil de compétences prédéterminé. Prédéterminé par qui? Par le ministre. Ces nouveaux administrateurs seront donc choisis par quelques personnes. Ce faisant, le ministre dépouille la collectivité de son influence sur le système public d'éducation et enlève toute légitimité aux futurs centres de services scolaires qui n'auront aucune imputabilité face aux payeurs de taxes scolaires. Mentionnons également la perte de lien entre les administrateurs et la communauté. Envers qui seront redevables ces nouveaux administrateurs? Nous perdons aussi la vision de l'ensemble du territoire. La représentativité de chaque quartier, de chaque milieu, est à nos yeux essentielle. La voix des écoles de village, par exemple, pourrait ne pas être entendue. Et cela représente un net recul pour l'équité entre les écoles du Québec. Nous avons de nombreux exemples de petites écoles devant être fermées si on regarde seulement du niveau administratif, mais pour lesquelles les élus scolaires ont pris la décision de les garder ouvertes pour maintenir la vitalité du village. C'est cette même légitimité qui a permis aux commissaires élus de prendre la décision de choisir l'intégration des élèves en difficulté dans les classes régulières dans certains milieux, notamment. Le modèle actuel peut-il s'améliorer? Assurément. Nous ne proposons pas le statu quo. Notre démocratie mérite qu'on s'y attarde pour l'améliorer, non pas pour la jeter aux poubelles. Le ministre propose de remplacer le faible taux de participation aux élections scolaires par un taux beaucoup plus faible, celui des assemblées générales des établissements, défiant ainsi toutes les règles de bonne gouvernance. Nous dénonçons également l'aspect indéniablement discriminatoire envers les francophones du Québec. Alors que le projet de loi permet aux anglophones d'élire la majorité des membres de leur futur centre de services scolaires, ce droit est retiré aux francophones. Il retire du même coup le droit des citoyens francophones désirant s'impliquer en éducation de se présenter aux élections scolaires alors qu'ils aient ou non des enfants à l'école. Ce choix du ministre a pour effet de discriminer les francophones, tant en vertu de la Charte québécoise que de la Charte canadienne, et donc d'affaiblir les bases juridiques du nouveau modèle proposé. En résumé, Madame la Présidente, ce projet de loi ne répond à aucun enjeu réel en éducation, mais crée plutôt un brassage inutile de structures. Il centralise de nombreux pouvoirs dans les mains du ministre sans octroyer de nouveaux pouvoirs aux écoles. Il installe un climat de méfiance parmi les acteurs du réseau public d'éducation. Il les dévalorise. Il retire l'école de sa communauté et discrimine les francophones. Nous demandons donc aux parlementaires de surseoir à son adoption. Nous invitons le gouvernement à voir plus loin que des préjugés, une idéologie, une promesse électorale. Les partenaires du réseau de l'éducation ont besoin d'être unis autour d'un même objectif, la réussite et la persévérance scolaire. Nous recommandons donc de tenir une vaste consultation auprès de l'ensemble des partenaires sur les principaux enjeux en matière d'école, d'éducation et de gouvernance. Ceux et celles qui travaillent fort tous les jours dans le milieu de l'éducation ont appelé à de multiples reprises à un exercice de réflexion pour se doter d'une vision de notre système public d'éducation. Madame la Présidente, pour une des rares fois au Québec, nous avons l'opportunité de défendre une valeur fondatrice de notre société, la démocratie. Et il n'y a pas de petite démocratie. Alors que l'éducation à la citoyenneté représente un des fondements de notre programme de formation de l'École québécoise, qu'est-ce qu'on propose plutôt? C'est un projet qui va à l'encontre de ce fondement-là. Et nous souhaitons sincèrement qu'il y aura énormément d'écoute
et que nous pourrons ensemble travailler, tous les acteurs du réseau, à la réussite et à la persévérance de nos jeunes et moins jeunes dans le milieu public d'éducation. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Fortier. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, vous avez 16 minutes pour l'échange du côté du gouvernement. Allez-y. Merci bien, Madame la Présidente. Un petit salut spécial à Madame Roberge, qui est la présidente de la Commission scolaire des Patriotes qui touche mon comté. Aucun lien de parenté, mais on a quand même travaillé des dossiers ensemble dans la région de Chambly, Saint-Basile-de-Grand, etc. Donc, je vais revenir sur certains éléments que vous nous avez exposés et vous poser quelques questions. Disons, dans la dernière année, est-ce que vous pouvez nous nommer des gestes que le gouvernement a posés pour faire du dépistage précoce? Est-ce que vous avez vu le gouvernement poser des gestes pour agir tôt? Monsieur Fortier. Bien, en fait, ce que vous essayez de faire, là, c'est d'installer les maternelles 4 ans dans le réseau scolaire. Donc, en voulant un, si vous jugez que ça est une mesure pour agir tôt, ce qu'on a essayé de vous dire tout au long de ce projet de loi-là, c'est que agir tôt, ça commence à 0 et qu'on essaie d'avoir un parcours scolaire qui va tout au long du parcours scolaire, en fait, là, en continuité, en travaillant en collaboration avec les CPE, avec les réseaux scolaires, etc. Monsieur le ministre. Oui, bien exactement. Il y a eu les maternelles 4 ans qu'on commence. Là. Il y a eu, on travaille avec le ministère de la Famille pour améliorer les collaborations famille, centre éducatif à la petite enfance. Il y a le programme Agir tôt en santé. Ce que je voulais illustrer avec vous, c'est que c'est pas parce qu'on améliore la gouvernance scolaire qu'on s'empêche de faire de la prévention au décrochage en agissant tôt, en faisant du dépistage, ou qu'on s'empêche de valoriser la formation professionnelle ou qu'on s'empêche de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui touche le réseau de l'éducation. Hein. On a créé des parcours de formation, des passerelles, des bourses d'études. Ensuite, on a rendu public de nouvelles façons d'obtenir des brevets, des tolérances d'enseignement. On a ajouté des ressources pour les élèves HDA, parce que je partage ce constat-là aussi. Des enfants qui ont des besoins particuliers doivent avoir davantage d'aide. Là, il y a des centaines de professionnels de plus cette année que l'an dernier. On a rajouté des classes spécialisées. Les commissions scolaires, je pense, en ont ouvertes. Ils étaient bien contents. En tout cas, quand je circule dans les écoles, bien des gens sont bien contents de voir plusieurs des gestes qui ont été posés. Il faut juste prendre garde d'éviter le raccourci suivant. Tantôt, quelqu'un a dit pour faire court, mais des fois, pour faire court, on fait des raccourcis. Et c'est un problème. Parce qu'on peut être en désaccord avec des éléments d'un projet de loi, tout en reconnaissant que le gouvernement a posé des gestes pour la formation de la main-d'œuvre, le dépistage précoce, les interventions auprès des enfants handicapés. Je ne pense pas que ça soit honnête de dire qu'on ne peut pas améliorer la gouvernance parce qu'on doit rénover des écoles. On a annoncé 2,3 milliards. Et je pense que dans toutes les commissions scolaires, ça a été bien reçu. Et en annonçant 2,3 milliards pour rénover nos écoles, ça ne nous empêchait pas d'améliorer la gouvernance ou ça ne nous obligeait pas non plus à améliorer la gouvernance. Mais ce n'est pas parce qu'on prend 2, 3, 4 décisions que les unes s'opposent aux autres. C'est un raccourci qu'on a entendu souvent. Je voulais revenir là-dessus. Vous nous avez dit tout à l'heure, lors de la présentation, que la Fédération des commissions scolaires était d'accord pour améliorer le système. Pourtant, moi, je vois la présidente de la commission scolaire des Laurentides, Mme Joanne Hogg, qui dit, et je la cite, « La Fédération n'a pas démontré d'ouverture à présenter un point de vue différent. » Mme Hogg, la présidente, une commissaire de la commission scolaire des Laurentides, nous dit « Nous sommes d'avis qu'une nouvelle gouvernance éducative non politique, impliquant davantage les acteurs, œuvrant directement auprès des élèves, pourrait se révéler très bénéfique. » Comment se fait-il qu'elle n'a pas eu davantage d'écoute au sein de la Fédération des commissions scolaires, au point qu'elle se sente obligée de quitter la Fédération pour exprimer son désir d'améliorer le système? Un long préambule, là, je vais essayer d'être un peu court. Si on veut parler de Mme Hogg, qui ne s'est pas présentée au Conseil général au moment où on essayait d'établir une position commune.
Et donc, il a préféré rester de côté. Et lorsqu'elle a vu qu'elle n'a pas été invitée, elle nous a rappelé en disant « J'aimerais bien être invitée ». Et nous, ce que lui avons dit, c'est en autant que vous adhérez à la position des 59 commissions scolaires qui sont chez nous. Alors, ce que vous nous dites, Monsieur le ministre, c'est que s'il y a un groupe qui dit que c'est une bonne idée, il faudrait peut-être faire attention. Il y aura peut-être un groupe qui viendra ici pour dire que c'est une mauvaise idée. Et là, est-ce que des fois, un groupe, ça fait en sorte que c'est une mauvaise idée, mais des fois, un groupe, ça fait en sorte que c'est une bonne idée? Là, il faut juste garder nos lignes. Sur l'idée de la gouvernance, maintenant, où vous dites que vous n'avez rien fait, moi, je pensais qu'on avait un projet de loi qui, à quelque part, cherchait à améliorer la réussite de la persévérance scolaire. On ne revoit pas la gouvernance pour revoir la gouvernance. La gouvernance que vous proposez là ne s'appuie sur aucune étude qui dit qu'un tel modèle de gouvernance est un modèle efficace de gouvernance. Nous avons des recherches qui disent complètement l'inverse. Donc, dans ce sens-là, si on est en train de faire un brassage de structures, ce qu'on appelle stérile et inutile, bien là, vous avez raison d'aller de l'avant. Mais si vous croyez que vous avez, avec votre projet de loi, aidé la réussite, la persévérance des élèves, bien, travaillons ensemble, puis travaillons à cet enjeu-là, qui nous rejoint tous ici. Monsieur le ministre. Là, je trouve que ça va dans la direction d'une rencontre qu'on a déjà eue précédemment. On s'est quand même déjà parlé à quelques reprises de plusieurs sujets, évidemment, notamment de la gouvernance, mais un des objectifs du projet de loi, il y en a plusieurs, c'est de dépolitiser un peu la prise de décision à l'échelle régionale. Des fois, c'est quelque chose qui nous a desservi, qui a servi des fois à des batailles juridiques. Est-ce que vous avez cette information-là, ou alors nous la fournir, dire vos membres, là, les commissions scolaires, dans les 5 dernières années, est-ce qu'on sait combien ils ont engagé en frais juridiques? Outre la poursuite pour les frais chargés aux parents, celle-là, là, je vais le mettre sous le compte des précédents gouvernements qui ont laissé pourrir la situation. Mais à part ça, est-ce que vous avez cette information-là ou est-ce que vous pouvez la trouver? Combien d'argent a été dépensé par les commissions scolaires en frais juridiques? Je sais qu'à English Montreal, là, ça n'a pas été long qu'on frôle les 400 000, mais de votre côté, est-ce que vous le savez pour vos membres? C'est de voir le lien entre les frais qu'on engage pour des raisons juridiques, parce que nous sommes des organisations qui gérons à peu près 11 milliards de dollars. Là. Si on éliminait tous les frais juridiques qu'on a dans les commissions scolaires, on serait dans le pétrin. Là. Mais il y a une chose qu'on a faite, par exemple, c'est de la politique locale. C'est comme si vous disiez que faire de la politique, c'est pas bon au Québec. Faire de la politique locale, ça a fait que chez Éric Antoine, de commission scolaire de Cœur des Vallées, là, c'est lui qui a levé le drapeau en disant qu'en ce moment, là, il y a des gens qui magasinent leurs taxes scolaires. C'est grâce à la politique scolaire d'Éric Antoine qu'aujourd'hui, vous avez pu faire, nous, ce qu'on croyait être essentiel, un taux régional de taxation et qui est devenu, là, par dérive de propos, là, à une taxe uniformisée de taxation. C'est ça, faire de la politique locale. Monsieur le ministre. Je vais laisser mon collègue de Richelieu prendre la relève. Monsieur le député de Richelieu, la parole est à vous. Il reste encore 8 minutes 25. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Fortier, Madame Lortie, Madame Roberge, heureux de vous retrouver sur cette tribune, Madame Roberge. Monsieur Antoine et Monsieur Gilbert, merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Je suis heureux, comme mes collègues, de participer aux consultations particulières de cet important projet de loi, parce que, bien entendu, Madame la Présidente, on va collaborer, on va écouter, on va partager avec nos collègues d'en face aussi, comme on le fait depuis le début de cette législature-ci. On le fait dans d'autres projets de loi. Entre autres, la collègue l'a évoqué tantôt, le projet de loi 5, sur lequel, moi, j'ai senti un ministre qui a fait preuve de beaucoup d'écoute et d'ouverture, ce qui nous a permis de bonifier le projet de loi, après avoir écouté et entendu beaucoup nos collègues. Mais tout ça pour vous dire que pour avoir moi-même œuvré, puis je suis content de participer à cet important projet de loi-là comme adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation, mais pour avoir œuvré dans le milieu de l'éducation durant quelques années, puis là, ça ne me rajeunit pas en disant ça, j'ai vécu de l'intérieur la fusion des commissions scolaires de Sorel et de Tracy en 98, si je ne m'abuse, voilà, et qui a été bien fait, mais qui a amené à toutes sortes de petits problèmes également. Mais là n'est pas la nature de mon propos. Je voudrais plutôt parler de gouvernance, Madame la Présidente. Et je ne vais pas me diriger vers les élections scolaires ou les taux de participation familique, là, mais plutôt de vous parler de... j'aurais envie de dire, vous savez, les centres de la petite enfance, les CPE,
on en parle beaucoup, et à raison, les cégeps, les universités, les CIUS, plusieurs organisations au Québec, et ce, partout en région, sont gérées par des conseils d'administration. Et puis, j'ai l'impression, en lisant votre mémoire ou en vous entendant, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer pour quelles raisons les commissions scolaires ne pourraient peut-être pas être gouvernées, elles aussi, par des CA, représentées par des gens du milieu en éducation et dont l'expertise est également reconnue. Je dirais bien simplement que si on pense que l'école publique doit être un bien commun et intéresser toute la population, c'est certainement pas en disant à une partie de la population, mêlez-vous de vos affaires si vous n'avez pas d'enfants. D'accord? L'autre chose que je vous dirais, c'est que le pendant d'un cégep, qui est une bâtisse, c'est probablement une école secondaire ou une école primaire qui a aussi une bâtisse et pour lequel, dans ce projet de loi-là, on réunit des parents, des employés, un directeur puis un membre de la communauté, comme dans les cégeps. Une commission scolaire, c'est pas ça. Une commission scolaire, c'est un regroupement d'écoles sur un territoire pour s'assurer que toutes les personnes qui vivent sur le territoire soient représentées et avoir son mot à dire. Moi, je disais aujourd'hui à Mario Dumont que dans la commission scolaire Rivière-du-Loup, Kamouraska-Rivière-du-Loup, il y a Rivière-du-Loup puis 32 municipalités. Et puis que dans le projet de loi, ça se peut qu'il y ait 16 personnes qui viennent de Rivière-du-Loup, puis 0 d'aucune de toutes les communautés qui l'entourent. Et la gouvernance actuelle, qui peut être améliorée par toutes sortes de moyens, va garantir la représentativité des citoyens. Et je terminerai en vous disant que l'UNESCO, par ses grandes conventions internationales, dit que le rôle des gouvernements, c'est de mobiliser la communauté autour de l'école. Alors moi, je m'excuse, là, mais un conseil d'administration, c'est pas la même chose qu'une gouvernance de proximité. Merci. Monsieur le député de Richelieu? Oui, je vais juste compléter, puis rapidement, Madame la Présidente, si vous permettez, parce que j'entends des choses intéressantes, Monsieur Fortier, et c'est vrai qu'il doit avoir une composition dans des conseils d'administration de gens qui s'impliquent en éducation. Puis là, j'ai le goût de vous citer, en ouvrant les guillemets, à l'heure actuelle, la réalité, c'est que les parents ne s'impliquent pas beaucoup à l'intérieur de la structure scolaire. Et je referme les guillemets. Là, moi, et puis vous pourrez me corriger si je me trompe, je vois ça un peu comme une remise en question de la capacité des parents à siéger sur un conseil d'administration, comme un manque de temps. Tu sais, moi et ma conjointe, avec 3 enfants, j'ai siégé sur de nombreux conseils d'administration, tout en étant papa. Puis, qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents qui siègent actuellement, qui sont sur des conseils d'établissement, qui sont au comité de parents de leur commission scolaire, au conseil des commissaires comme commissaire parent, par exemple? M. Fortier? Question de dévaloriser la capacité des individus à s'impliquer. Ce que les parents nous disent, moi j'arrive de l'Abitibi par exemple, là, où les gens me disaient, Alain, il y a 3 conseils d'établissement qui n'ont même pas assez de parents pour compléter leur conseil d'établissement. Ça, c'est chez Gaétan Gilbert ici. Il y a des parents qui ont demandé de ne plus siéger à certains comités parce qu'ils n'étaient pas capables de joindre d'être au conseil des commissaires. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que si on remplace une représentativité qu'on dit de 5 %, nous le reconnaissons, travaillons à l'améliorer, par une représentativité de beaucoup moins grande en termes de proportion de gens qui s'impliquent, c'est là que le bas blesse dans cette affaire-là. Dernier élément, c'est que, vous savez, si les parents veulent vraiment s'impliquer dans la gouvernance scolaire, là, il y a une manière qui fait en sorte qu'ils pourraient avoir les 15 sièges autour d'un conseil des commissaires. Ils ont juste à mettre leur face sur le poteau. Ça va? Madame la députée de... Pardon? Huntington. Huntington, oui, absolument. Excusez-moi, je Bonjour, connais M. votre nom. Fortier. Bonjour. Écoutez, moi, je suis plus intéressée par la formation parce que dans le projet de loi, les membres du CA et du conseil d'établissement vont recevoir des formations. Alors, j'ai comme 2 petites questions. Est-ce que vous savez, vous, en tant que fédération, s'il y avait des commissions scolaires qui offraient des formations aux commissaires? Et si oui ou non, bon, me le dire. Et puis, comment vous voyez dans notre projet de loi cette obligation-là de formation? Trouvez-vous que c'est bon comme projet? En fait, vous parlez à un gars qui est quand même un doctorat en éducation, donc qui croit beaucoup à la formation initiale et continue. Toutes les commissions scolaires, en tout cas, ils ont toujours eu l'avantage de s'assurer que leurs élus scolaires soient formés le mieux possible. Donc,
À votre question, croyez-vous à la formation? Bien sûr. Je pense que vous êtes aussi... Il se fait de la formation. Et il se fait de la formation. La Fédération offre énormément de formation aux élus scolaires. Les commissions scolaires elles-mêmes font de la formation. La question n'est pas là. La question est de savoir où est-ce que chaque groupe est rendu. Et il faut quand même se poser la question en quoi une formation uniformisée va tenir compte de l'expertise de chacun ou de la nouveauté des autres. Et pourquoi ne pas se fier sur le pouvoir local, les gens dans l'action, comme les enseignants vous le disent d'ailleurs, d'être capable de dire, nous, la formation dont on a besoin en ce moment, c'est celle-ci, et de les laisser se donner un temps de formation, qu'on oblige la formation, il n'y a pas de problème, on est en faveur de la formation. Qu'elle vienne de Québec, c'est là la question. C'est là le problème. Pardon. Mais pourquoi vous dites qu'elle serait Je peux y aller? Oui. Excusez. Pourquoi vous dites qu'elle serait uniformisée? Il va y avoir une base offerte par le ministère, mais par la suite, la commission scolaire, enfin, le centre de service pourra, pourra par la suite l'adapter à son milieu. Bien, pourquoi vous dites qu'elle serait uniformisée? Simplement, quand on lit le projet de loi, là, formation qui sera élaborée par le ministre. Moi, si vous me dites qu'il y aura de la formation et chacun des gouvernements locaux pourra se donner son projet de formation et de développement professionnel, on achète, là. Il reste à peine 12 secondes, 15 secondes. Question rapide, non? OK. Là, je vais juste vous rappeler les règles, s'il vous plaît, parce qu'on a des gens qui vont écrire vos propos et savoir qui a prononcé quelle parole, évidemment. Donc, je vous demande d'attendre que je vous reconnaisse. Et quand il y a un échange, j'essaie de ne pas intervenir, sauf qu'il faut attendre au moins que je vous reconnaisse. Donc, regardez-moi, je vous redonnerai la parole une autre fois. Donc, sans plus tarder, je vais aller du côté de l'opposition officielle avec Mme la députée de Saint-Laurent. Je vous regardais. Bonjour. Premièrement, merci d'être présent. Ma première question d'emblée, est-ce que vous avez trouvé finalement dans le projet de loi qui est assez costaud, comment qu'on fait pour améliorer le sort des élèves, la réussite éducative? J'ai cherché. Bien, comme vous l'avez vu, là, entendu dans ma présentation. Oui? Oui. Okay. On va se demander si on... Comme vous l'avez entendu dans ma présentation, nous, on a beau le lire et le relire, là. D'ailleurs, la réponse de M. le ministre, c'est on a fait plein de choses à l'extérieur, mais dans ce projet de loi-là, là, en tout cas, il ne semble pas y avoir grand-chose. Merci. Madame la députée de Saint-Laurent. Vous avez sûrement lu, comme nous tous au Québec, que nos jeunes enfants souffrent de plus en plus tôt de détresse psychologique. En quoi le projet de loi 40 fait en sorte qu'on peut aider et outiller non seulement les élèves, les enseignants et tous ceux qui sont dans le réseau d'éducation? Fortier. Bien, j'allais dire, je pense que votre question est synonyme de la première. Là. Donc, en rien? Madame la députée. Vous avez aussi remarqué que d'autres priorités, j'entends souvent les parents nous parler de l'obsession des enfants pour leur écran tactile, que ça devient vraiment un gros problème. Est-ce que ça, en priorité, est-ce que jouer l'instructure ou s'attaquer à ce fléau, pour vous, lequel serait la plus grande priorité des Québécois que vous entendez d'Abitibi à Rimouski? Monsieur Fortier. Indépendant là, d'une firme, je ne sais pas si je peux la nommer, bref, je ne connais pas la règle ici, mais bref, et sur l'amélioration de la gouvernance, là, sur les 12 qui avaient été mises de l'avant, venait juste un petit peu avant s'occuper des élèves doués, mais était, je pense, si je me souviens bien, au 11e sur les 12 ou 10e sur les 12 priorités. La première étant, bien sûr, de s'occuper des élèves, des besoins, là, je n'ai pas l'ordre par cœur, là, mais tout ce que, en fait, tous les journaux relatent et rappellent et à quel point le réseau public d'éducation a de très, très grands défis, là. Jamais, en tout cas, ce défi de gouvernance, là, était une priorité pour à la fois les Québécois, mais aussi le réseau public d'éducation. Madame la députée. Merci. J'aimerais demander à Mme Roberge, quelle est sa relation avec le ministre de l'Éducation à titre d'élu? Là, vous, quand il y a une problématique, est-ce que c'est vous qui êtes imputable qui appelez au bureau du député? Puis par la suite, lorsqu'il n'y aura plus de commission scolaire, mais qui va prendre le téléphone pour appeler le député?
Madame Roberge. Merci. Effectivement, nous avons eu quelques rencontres pour des dossiers qui concernent la Commission scolaire des Patriotes, notamment quand c'est des demandes d'ajout d'espace, par exemple. On a également rencontré le ministre pour lui parler de notre modèle à la Commission scolaire de fonctionnement très décentralisé et de quelle façon notre gouvernance était une bonne gouvernance. Et lors de cette rencontre-là, c'était quelques jours après que M. le ministre avait mentionné dans une entrevue quelque chose par rapport à la mauvaise gouvernance des commissions scolaires, que c'était préférable de le changer, de le modifier. Et je lui avais dit que j'avais trouvé, il s'en rappellera sans doute, blessant ses propos, parce que nous avons une bonne gouvernance, comme la grande majorité des commissions scolaires, ce qu'il avait reconnu en disant parfois les mots dépassent notre pensée. Oui, il y a des exemples où on voit dans les médias qu'il y a des gouvernances de certaines commissions scolaires qui seraient remises en question. Je n'ai pas la teneur des rapports, etc. Mais si on va dans ce sens-là, on pourrait faire la même chose pour le milieu municipal. Il y a eu la commission Charbonneau, il y a eu des commissions, des municipalités avec des difficultés. Il y a des municipalités en tutelle, notamment même sur le territoire de la circonscription de M. Roberge avec Chambly. Et il n'y a personne qui pense que ça serait une bonne idée de remettre en question la démocratie municipale, de remettre en question les élus municipaux. Pourquoi on fait ce parallèle-là en éducation? À mon sens, il n'y a aucune raison de faire ça. La politique, c'est bon aussi pour l'éducation. C'est notre bien public, comme je le disais tout à l'heure. Ça appartient à tout le monde. Parfait. Merci Madame beaucoup. la députée. Le nombre de rencontres du conseil d'administration avec les parents, est-ce que ça, c'est réaliste? Peut-être que je me permettrais, si vous le permettez, Madame la Présidente, de laisser la présidente de la Commission scolaire de Laval répondre. Oui, Madame Lortie. Oui. Juste pour vous dire, là, par rapport au comité exécutif, comité qu'on abolit dans la loi, dans le projet de loi, chez nous à Laval, l'année dernière, on a eu 29 rencontres. C'est des rencontres où on donne des contrats de 100 000 $ et plus. On a eu 29 rencontres. Ça, on parle que de l'exécutif. Conseil des commissaires, 31 rencontres. Cette année, là, depuis le début de l'année scolaire, on a eu 7 rencontres de comité exécutif pour donner là, près de 30 millions de contrats. Il faut les vérifier, ces contrats-là. On a un pouvoir là-dessus, mais aussi une responsabilité. Merci. Et on se dit que s'il y a juste 10 rencontres, comme le ministre le dit présentement, bien, il y aura sûrement moins de décisions qui seront prises par le conseil d'administration. Moins de décisions au conseil d'administration, ça veut dire plus de pouvoir au directeur général ou dans l'organisation. Ce qui fait en sorte que ce qui sera décidé au conseil d'administration va être obligé d'être beaucoup moins de portée. Et à ce moment-là, bien, on se questionne. Il y a la centralisation, mais il y a aussi le pouvoir donné à l'administration. Madame la députée. Donc, tantôt, lorsque le député de Richelieu parlait du temps consacré avec sa femme pour aller à certaines rencontres, on était loin parce qu'en fait, dans la réalité, c'est quand même une trentaine de rencontres au minimum, où est-ce qu'il y a aussi des contrats à vérifier. Puis quand même, vous, non seulement votre tête, votre face est sur le poteau, mais vous êtes aussi la personne imputable en fin de journée, non? Bien, je suis imputable, mais je suis aussi... Pardon, Madame la Présidente. Je suis imputable, mais je suis aussi la représentante des citoyens. Je suis la représentante de chaque quartier de Laval où il y a des commissaires qui représentent tous les quartiers, défavorisés, plus favorisés, allophones, plus francophones, quoiqu'à Laval, il y en a de moins en moins. Mais ce que je vous dirais, c'est ce travail-là qui est extrêmement important, qui s'ajoute évidemment aux réunions. Mais si on veut ramener les besoins de nos quartiers, on a besoin d'avoir quelqu'un qui fasse ça. Et dans le projet de loi, cet article-là est enlevé dans le fond, d'informer le conseil d'administration des besoins, des attentes de la population. C'est rayé de la carte. Madame la députée. Lortie, vous, ça fait combien d'années que vous êtes commissaire puis présidente? Madame Lortie. Présidente, merci. Je suis commissaire depuis 2003, je suis présidente depuis 10 ans. 11 ans. Donc, ici, c'est une question il y a une belle continuité. Et j'ai fait quand même le tour de plusieurs commissions scolaires, puis on voit que, oui, il y a du renouvellement, mais il y a une certaine continuité, puis un passage de savoir entre les différents commissaires qui vont se succéder. Mais quand je regarde la participation des parents dans les conseils d'établissement, je note dans différentes commissions scolaires que le taux de participation est non seulement très faible, mais que le renouvellement d'un mandat est autour de 50 %. Est-ce que là, ici, on a même un défi de continuité pour la prise de décision et de bonne gestion de gouvernance?
Madame Lortie, allez-y. Oui. Effectivement, il y a une problématique à ce niveau-là. Je vous dirais qu'il y a les conseils d'établissement, le comité de parents, aussi auquel on donne un pouvoir par rapport aux frais chargés aux parents. 50 des membres chez nous, je ne peux pas parler pour les autres, sont nouveaux cette année. Donc, connaissent à peine les pouvoirs du comité de parents, dans le fond, les fonctions du comité de parents. Et j'ai Mme Roberge qui veut ajouter. Participation aux assemblées générales de parents. À la Commission scolaire des Patriotes, pour les assemblées générales de cette année, il y avait environ 3,4 des parents qui se sont présentés dans les assemblées générales. Et si on rapporte ça en termes d'électeurs, c'est moins de 1 des électeurs à ce moment-là. Si je regarde une école secondaire à Chambly, par exemple, où il y a 693 élèves, il y avait 11 parents dans la salle. Madame la députée, il vous reste un petit peu plus que 2 minutes. Ah, moi, j'ai 3 minutes à mon cadran. 2,20. D'accord. Tantôt, Mme Lortie, vous avez parlé que vous, votre rôle, puis c'est le rôle de tous les commissaires ici, c'est d'avoir un recul pour avoir cette vue d'ensemble de tout votre réseau. J'ai fait différentes régions dans ma tournée pour rencontrer les différents commissaires, étant donné qu'on aura un temps très raccourci pour pouvoir bien vous entendre. Et il me disait que maintenant, avec des parents qui vont être sur un conseil d'établissement, s'ils vont à la réunion qui va être autour du début du mois de septembre, pour être nommés au conseil d'établissement. Par la suite, ceux-là vont aller au conseil d'administration. Mais qui va s'assurer là-dedans de la représentativité de toutes les régions et de tous les milieux? Parce que là, si je comprends bien, on pourrait avoir tous les parents de la même école qui vont être sur le conseil d'administration. Qui? Oui, j'allais dire, c'est un peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, là, dans le sens de Rivière-du-Loup et Kamouraska-Rivière-du-Loup, où il y a 32 municipalités, et Rivière-du-Loup, où il y a une grosse école secondaire, 3 ou 4 écoles primaires. Donc, les parents, mais même les employés, enfin bref, tout le monde pourrait venir de Rivière-du-Loup dans ce conseil-là, et les 32 municipalités n'auraient aucune représentation. Probablement que M. Gilbert peut donner aussi l'exemple là, de la réalité de l'Abitibi. Certainement, M. Gilbert. En fait, merci. En fait, Madame la Présidente, je ne sais pas à qui parlait M. Roberge, qui disait que toutes les personnes qu'il a rencontrées étaient en faveur d'enlever la démocratie scolaire, entre autres. Parce que chez nous, en Abitibi, et là, je ne parle pas juste de ma commission scolaire, je parle de tout l'Abitibi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, et j'en ai rencontré plusieurs, à partir du moment où je leur ai expliqué ce qu'on faisait, il n'y a pas personne qui m'a dit qu'on était inutile. Il n'y a pas personne qui a dit qu'on ne devrait plus avoir d'élections scolaires. Au contraire, on a des résolutions de chambres de commerce, des municipalités, des préfets, des maires, des parents qui disent qu'on devrait garder le modèle actuel. Merci. Il vous reste 20 secondes. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez dans le projet de loi comme quoi les nouveaux centres de services vont devoir donner des services au privé? Monsieur Fortier, en 15 secondes. Je ne sais pas sous quelle forme ça peut prendre, là, mais est-ce que c'est une nouvelle manière de financer plus l'école privée? Je ne sais pas, là, mais ça reste à voir. Nous, on a été très, très étonnés. Puis ça démontre, encore une fois, l'idée centralisatrice. C'est-à-dire que ça veut dire que le ministre peut forcer le partenariat sans vraiment savoir les tenants et aboutissants là, de ça. Mais en même temps, je vous dirais qu'il y a au-dessus de 1500 partenariats dans l'ensemble des commissions scolaires qui sont faits sur la base d'une bonne entente et d'une bonne collaboration. Et je dois mettre fin à l'échange. Donc, Madame la députée de Sherbrooke, la parole est à vous pour 2 minutes 40 secondes en échange avec la commission. Merci. La fédération, pardon. Merci. J'aimerais vous entendre. Il a été nommé tout à l'heure qu'il était question d'éliminer des acteurs politiques avec l'élimination des commissions scolaires. Le ministre voit ça comme une bonne chose. Vous, d'après vous, est-ce que c'est une bonne chose d'éliminer des acteurs politiques dans les régions du Québec? Monsieur Fortier. Là, j'ai juste le goût de dire, si c'est une bonne chose d'éliminer les acteurs politiques, on s'en va tout le monde, chacun chez nous, puis on écoute la game de hockey ce soir. Là. Je veux dire, on est tous des politiciens. Il y a des politiciens dans toutes les municipalités du Québec. La loi des municipalités dit que du moment qu'il y a une municipalité, il y a au moins 7 élus. Qu'il y ait 122 personnes, ça prend 7 élus. Donc, à quelque part au Québec, on valorise la voix politique. Et une société se structure autour de ces politiques. Ça ne se structure pas autour de celui qui crie le plus fort. On peut avoir des manifestations puis revendiquer un enjeu, mais il vient à un moment donné où il faut s'arrêter puis établir des politiques pour structurer la société. Moi, je pense qu'au contraire, il n'y a pas assez de politique au Québec, mais de la politique qui sert l'intérêt de tout le monde et pas de la politique de parti. Qui pourra jouer le rôle de défendre un enjeu politique, par exemple, pour une fermeture d'école ou quoi que ce soit d'enjeu régional par rapport à
dans notre réseau d'éducation. Monsieur Fortier. La question est bonne, dépendamment si les gens qui sont autour du conseil d'administration viendront de l'école dans le pétrin. Mais moi, je m'amuse là avec Kamouraska, Rivière-du-Loup et les 32 villages, là, et les petites écoles où il y aura 32 élèves. Vous savez que Ginette Côté, la commission scolaire de l'Estuaire, a décidé de maintenir une école de 6 élèves ouverte parce qu'elle a écouté sa population. Pensez-vous que la population de l'école de 6 élèves là, aurait été au centre d'administration et aurait dit « Ouais, c'est vrai que ça coûte cher, mais à quelque part, il y a la vitalité du village. » On n'a aucune idée de ça. Et c'est ça qu'on essaie de dire ici. La force du système actuel, c'est la représentativité citoyenne équitable de tous les territoires du Québec au sein d'organismes locaux décisionnels pour l'avenir du Québec. Je vais aller avec une dernière question. Le ministre présente sa réforme comme une réduction de la bureaucratie. Est-ce que vous pensez que ça va être le cas ou c'est simplement un prétexte pour essayer de vendre sa réforme? En 30 secondes, M. Fortier. Politique égale bureaucratie, c'était quand même assez étonnant, là. Mais en même temps, puis je pense que le ministre nous l'a dit tout à l'heure, là, ça fait déjà 6 mois, ou je sais pas, où toute l'équipe gouvernementale travaille à l'élaboration de ça. Bien, déjà là, il y a une augmentation du travail bureaucratique, là, et avec les pouvoirs qu'il se donne. Mais il va falloir faire tous ces suivis-là, avec la reddition de comptes qu'il augmente, passant de 25 000 à 10 000 avec le projet de loi 37. On va continuer à augmenter la bureaucratie. Moi, je m'excuse, là, mais on n'est vraiment pas en train de diminuer la bureaucratie. Au contraire, on diminue la voix des citoyens, la voix locale. Merci, M. Fortier. Donc, sans plus tarder, je vais aller du côté de la députée de Joliette pour 2 minutes 40 vous aussi en temps d'échange. Merci, Madame la Présidente. Donc, évidemment, j'ai plusieurs questions pour vous, mais je voulais juste faire un petit commentaire. On a tout dit dans nos remarques introductives qu'on espérait que le ministre ait de l'ouverture, une ouverture au dialogue, puis je dois vous dire que j'ai été assez mal à l'aise par la teneur des échanges tout à l'heure. Je pense pas que le but aujourd'hui, c'est de prendre en défaut des gens dont le ministre souhaite abolir les postes. Je pense qu'on devrait plutôt bénéficier de leur expertise. On peut comprendre qu'il y a une certaine émotivité, un engagement, une passion quand ils font leur représentation, mais moi, j'aimerais ça qu'on puisse bénéficier de leur expertise parce que c'est eux qui sont sur le terrain depuis des dizaines d'années. Donc, voilà, ceci étant dit, je voulais voir, tantôt, vous avez dit sur toute la question de la centralisation et de la décentralisation, il y a beaucoup de discours, je dirais, divergents. Le ministre nous dit que c'est un exercice extraordinaire de décentralisation. Ce qu'on entend notamment dans les régions, c'est une très, très grande crainte de centralisation. Abitibi, toutes les régions sont concernées, mais souvent les régions éloignées encore plus. Donc, quand vous avez dit tantôt que vous ne voyez aucun pouvoir qui était réellement transféré des commissaires aux écoles, alors que le ministre nous dit qu'il va y avoir beaucoup plus d'autonomie pour les écoles, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous estimez que ce discours-là ne colle pas à la réalité du projet de loi? Et vous avez 1 minute et 15 pour la fin, M. Fortier. Merci d'être court. D'abord, quand on lit le projet de loi, on a de la misère à voir où est-ce que les écoles ont plus de pouvoir. Ils ont plus de responsabilités, par exemple. Les écoles vont devoir faire la promotion de l'école publique. Tout à coup, là, une des responsabilités supplémentaires du conseil d'établissement, ça va être de faire la promotion de l'école publique. Hein? Mais à part de ça, en termes de pouvoir, là, on n'en voit pas. Le projet pédagogique, tout ça, c'est les écoles qui vont décider ça seules maintenant. Est-ce que c'est vrai? Et 2, c'est quoi les impacts de ça? M. Fortier? C'est assez comique parce que, bien sûr, ce sont les conseils d'établissement en ce moment qui adoptent là, le projet éducatif comme les règles sur l'intimidation. Bref, hein, l'école elle-même adopte beaucoup d'affaires. Ce qu'on voit dans le projet de loi qui change, là, c'est le « approuve-adopt ». C'est-à-dire qu'en ce moment, l'administration, la direction d'école, l'équipe école présente quelque chose au conseil d'établissement, puis ils disent oui ou non. Bien, maintenant, ils vont pouvoir discuter sur place et dire oui. C'est la seule différence qu'on a vue. Okay. Et il reste 5 secondes. Merci beaucoup. Je suis désolée, je suis la gardienne du temps, vous l'aurez compris. Donc, je vous remercie, les gens qui vous accompagnaient, M. Fortier. Nous allons suspendre quelques instants pour permettre le changement de groupe. Merci.